On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la relocalisation temporaire du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Mais d'abord, parlons de santé, parlons des travaux d'agrandissement à l'hôpital du Haut-Richelieu et parlons aussi de cette une du Canada français d'il y a à peine 2 semaines où on nous apprenait qu'on mettait fin temporairement aux travaux au 3e étage pour le futur laboratoire. Bon, vous le savez, ici dans la région, depuis plusieurs années, on vous parle de ces travaux à l'hôpital du Haut-Richelieu qui finalement ont pris forme et on voit que ça avance bien, ça avance rondement. Mais il y a une nouvelle, évidemment, qui a frappé un peu l'imaginaire collectif à la une du Canada français il y a quelques semaines quand on a vu l'arrêt des travaux au 3e étage de ce nouveau bâtiment concernant les laboratoires. Question de savoir où on en est aujourd'hui et quelle est la suite des choses également pour les prochains mois, les prochaines semaines. Avec nous, pour en parler, le PDG du 6 Montérégie Centre, M. Richard Deschamps. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Alors, que s'est-il passé concernant ces fameux travaux? On se dit, c'est incroyable parce qu'on est en train de construire quelque chose. Probablement que les employés du laboratoire étaient très excités à l'idée d'aménager ces locaux-là prochainement. Et là, on se fait dire, non, le ministère demande l'arrêt des travaux. Pourquoi? Bien, écoutez, je peux comprendre que les gens s'interrogent, puis je peux comprendre la stupéfaction des gens des laboratoires de l'hôpital du Haut-Richelieu, parce que, bon, c'est une nouvelle qui n'était pas attendue, on en convient tout le monde. Mais ceci étant dit, une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être revenir un petit peu dans le temps. Bon, c'est un super beau projet, 43 d'augmentation de la superficie de l'hôpital, les soins intensifs, les blocs opératoires, la salle d'opération, l'urgence, bref, et les labos. Il y a un projet au Québec qui s'appelle le projet OptiLab, qui est un projet d'optimisation des laboratoires à partir d'un laboratoire serveur dans une région donnée. Ce genre d'optimisation-là a été fait dans d'autres provinces canadiennes, en Europe, aux États-Unis. C'est en fait, ni plus ni moins, la mise en place d'un laboratoire serveur qu'on appelle, qui dessert un ensemble populationnel. Dans le cas qui nous préoccupe, c'était avant même la transformation avec la loi 10. Il y avait déjà une orientation qui avait été donnée par le ministère et l'agence à l'époque, à l'effet que Charles Lemoine constituait le candidat pour être le laboratoire serveur pour la Montérégie. Montérégie au grand complet? Au grand complet. Et c'est le cas encore. Et donc, toujours pas le juste cas. Montérégie Centre? Exact. Montérégie Centre a le mandat de déployer ce qu'on appelle un laboratoire serveur, qui va être un laboratoire qui va desservir l'ensemble de la Montérégie, pas juste la Montérégie Centre. Alors, arrive le fameux grand projet de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est en train de se finaliser, comme vous l'avez bien dit. Et là, on va revenir dans la trame factuelle. Au mois de juillet dernier, il a été confirmé que, peut-être même fin juin, il a été confirmé à ce moment-là que OptiLab serait fait par l'hôpital Charles-Lemoine. Alors, ça, c'est la première information qu'on doit savoir. Le ministère et le ministre ont désigné Charles-Lemoine pour le faire. Quelques semaines plus tard, au début août, il y a eu une visite ministérielle à Saint-Jean-sur-Richelieu pour prendre connaissance de l'état d'avancement des travaux. Et suite à cette visite-là, on a reçu une orientation de la part du sous-ministre adjoint des Affaires médicales qui nous indiquait que, considérant le fait que OptiLab va se déployer au cours des prochaines années, il reconsidère le volume, la superficie requise pour le laboratoire de l'hôpital de Saint-Jean. Il ne l'annulait pas, là. Ouais. Il la révise. Mais en même temps, aux yeux du public, et je comprends que ce n'est pas votre organisation qui est en cause, vous êtes tributaire de ce que le ministère vous demande de faire, mais en même temps, c'est ce même ministère qui avait autorisé les travaux du 3e étage pour faire un laboratoire. Et là, ce même ministère-là vient vous dire à vous, les gestionnaires, bien, écoutez, arrêtez tout parce que là, on n'est plus sûr, ça se peut finalement qu'on fasse autre chose. Vous avez raison. Vu de l'extérieur comme ça peut être vu comme ça. Mais vous savez, des projets de cette nature-là, des grands projets comme ça se fait sur pratiquement une décennie. Alors, OptiLab n'était pas dans le radar à ce moment-là. OptiLab, la décision finale d'OptiLab, elle a été confirmée fin juin, début juillet, et la visite du ministère a été faite au début août, et c'est là que la décision a été prise par le ministère. On aurait pu se retrouver quelques années plus tard, dans 4-5 ans, vous pourriez me poser la question, M. Deschamps, comment se fait-il que vous avez mis en place un super beau gros laboratoire, alors que vous avez fait un laboratoire serveur à Charles-Lemoine qui dessert la région au complet et que maintenant, le laboratoire de Saint-Jean est sous-utilisé. Quel gaspillage des fonds publics. On pourrait prendre le problème en inverse dans 4-5 ans. Là, dans le fond, on a un 3e étage. On a une coquille, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans pour l'instant parce que les travaux sont arrêtés de façon temporaire. Ils ne sont pas arrêtés de façon permanente. Le temps
qu'on finalise les discussions pour les laboratoires. Ça, c'est le premier morceau. C'est bien, bien important qu'on se comprenne tout Et le monde. à quel moment allez-vous avoir la décision finale? Bien, ça va être au courant de l'automne. Demain, il y a une rencontre au ministère avec des représentants médicaux et la direction générale du CIS de Montérégie-Centre pour aller proposer des alternatives à la décision qui a été rendue au mois d'août dernier. Puis, il ne remet pas en question les orientations, mais qui propose une stratégie qui modulerait le déploiement d'Optilab. Il y a un terme qui revient souvent dans votre vocabulaire, c'est laboratoire serveur. Oui. Pour le commun des mortels qui ne travaillent pas dans le réseau de la santé, ça veut dire quoi dans les opérations journalières? Parce que moi, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans le réseau de la santé qui m'ont dit, bien là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça veut dire que les prises de sang vont voyager entre Saint-Jean et Longueuil? Tu vas avoir une prise de sang à Saint-Jean, puis le sang va se promener jusqu'à Longueuil. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les prélèvements non urgents, ça veut dire si vous êtes en train d'avoir une chirurgie à l'hôpital de Saint-Jean, vous avez besoin d'avoir une analyse de laboratoire STAT, vous allez l'avoir. Il va y avoir des services qui va être fait localement. Il va être fait localement. Par contre, si c'est pour votre cholestérol, pour suivre votre cholestérol, le prélèvement va s'en aller vers un laboratoire serveur, l'analyse va se faire, puis les résultats vont venir avec un système informationnel. Est-ce que c'est vraiment plus efficace? Là, si vous dites en plus que Charles Lemoine serait appelé à couvrir la Montérégie, ça voudrait dire qu'une prise de sang à Valleyfield ou à Sorel se promènerait de Sorel jusqu'à Charles Lemoine? Bien, c'est faisable. Est-ce qu'on est vraiment plus efficace quand on fait ça? Bien, c'est des prélèvements non urgents. Je vous le répète, ça veut dire que il y a toutes des conditions de logistique là-dedans, des camions réfrigérés, puis ces choses-là. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails là-dedans, mais vous savez, ça se fait déjà. Il y a déjà des échantillons qui se promènent dans la Montérégie. Il y en a jusqu'à tout récemment qui se promenaient jusqu'à Montréal pour des analyses spécialisées. Maintenant, c'est Charles Lemoine qui en fait 95 peut-être de ces échantillons-là. Il y en a toujours qui vont à Montréal pour Ça voudrait dire aussi il y a beaucoup d'infirmières qui font du privé, là, un petit peu partout sur le territoire, qui font des prises de sang, qui normalement vont les porter à l'hôpital le matin. Il y a des ententes là-dessus. Il y a des ententes contractuelles, oui, tout à fait. Ah, vous parlez des infirmières celles où les gens vont à domicile. Là. Non, mais même à l'extérieur, il y a des infirmières privées là, qui vont à domicile. Bien, ils vont au laboratoire déjà. Oui, mais les ententes vont demeurer, aucun problème. Mais il va y avoir toute une logistique qui va être mise en place. Mais vous comprendrez que le transport, une fois qu'on a établi la logistique, qu'on s'est assuré de la sécurité et de la qualité des échantillons jusqu'au laboratoire serveur, vous là, comme patient, là, vous vous en apercevrez pas de ça. Là. Vous allez avoir votre résultat et votre médecin va pouvoir faire votre suivi. Là, maintenant, il arrive quoi avec l'espace qu'on avait prévu au 3e étage? Donc là, vous me dites qu'on va peut-être garder à peu près 30 des opérations du laboratoire localement pour les trucs urgents. Donc, je présume qu'il va quand même y avoir un nouveau laboratoire. On ne restera pas dans les installations vous avez tout à fait raison. Puis dans tout le brouhaha de cette situation-là, on oublie souvent qu'il va y avoir un laboratoire à l'hôpital. Il va en avoir un flambant neuf. Il va être réduit par rapport au projet initial, mais il va être là. Est-ce que ça va être 30 ça va être 40 50 Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en discussion, pas plus tard que demain matin, je suis à Québec avec des représentants médicaux qui ont élaboré une stratégie, une proposition qui m'apparaît recevable, en tout cas, à tout le moins d'y réfléchir par le ministère. À partir du moment où le nouveau bâtiment va abriter l'urgence, les soins intensifs, une partie du nouveau laboratoire, et on verra la suite des choses, bloc opératoire, etc., est-ce qu'en même temps, est-ce que c'est un espace, comment je dirais, est-ce que vous avez d'autres besoins à l'intérieur du vieux bâtiment? C'est certain. Où vous allez, dans le fond, je dis pas c'est un cadeau, là, mais je veux dire, c'est comme du pied carré qui tombe du ciel. Là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça que je dise ça, là, que c'est une opportunité, parce que je les comprends, parce qu'ils sont déçus par rapport au laboratoire initial, puis je les comprends de ne pas être d'accord avec ce que vous venez de dire, dans le sens ça peut être une opportunité. Sauf que là, pour vous, c'est des pieds carrés qui tombent du ciel. Parce que dans la lettre que nous avons reçue du ministère, ce que les gens disent moins, c'est que dans la même lettre, on nous disait qu'on arrêtait temporairement les travaux, qu'on réduisait l'espace pour les laboratoires, mais aussi qu'on nous demandait de leur proposer un projet au cours de l'automne pour occuper les espaces. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, il faut consulter les médecins. Je n'irai pas plus vite que des consultations avec les médecins. Mais est-ce qu'il y a des besoins particuliers qui mériteraient d'être localisés? Tout à fait. Vous vous promenez à l'hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a des plateaux techniques qui demandent de l'amour. Alors, je pense qu'on pourrait avoir des belles opportunités qui pourraient plaire à d'autres groupes médicaux dans l'hôpital. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là, parce que la première étape, là, c'est de s'entendre avec le ministère sur ce qu'on va faire avec les laboratoires Saint-Jean. Et comme je vous le dis, demain, on entame des discussions avec le ministère. On verra la suite des choses, l'ouverture qu'ils auront aux propositions qui vont être
déposer demain. Là, dans le plan de match, si je me rappelle bien, donc l'été prochain, été 2016, Oui. ouverture des soins intensifs. Oui. Été 2017, c'est l'urgence. Oui. Puis après ça, va suivre quoi? Bloc Il y a opératoire? les blocs opératoires, je joue dans des séquences avec des mois. Donc, de on en a différents. jusqu'à quoi? 2020 à peu près, là? Oh, non. Avant ça? Moi, j'ai l'impression que, je n'ai pas les dates exactes, mais je pense que 2018, on devrait être, 2018-2019, ça devrait être tout finalisé, non? Au niveau du nouveau Plus bâtiment. tard, oui. Bon. En même temps, on le sait, bon, vous débarquez parce que c'est nouveau, il y a une nouvelle structure, hein, on le sait, on a aboli les agences, on a aboli les C3S, bon, on connaît un peu la chanson. Oui. Là, en même temps, côté budgétaire, vous fonctionnez avec des compressions. Est-ce que ce sont des compressions additionnelles? Ce qu'on voyait dans le Canada français là, récemment, dans l'édition du 10 septembre, on parlait de 5,6 millions de dollars. Ça, c'est uniquement pour votre 6 Montérégie-Centre? Non, ça, c'est pour... il y en a une portion qui est pour du côté de Longueuil, puis l'autre côté pour Saint-Jean, c'est à peu près 11 millions. 11 millions total, donc 5,6 5,6 pour ici, localement? Là. À peu près. Plus ou moins. C'est un petit peu moins ici, puis c'est 5,6 à Longueuil, j'ai bonne mémoire. On peut le voir comme des compressions, mais en fait, ce sont des budgets qui sont retirés à la tête de l'enveloppe au 1er avril dernier. Alors, les gens le voient comme des compressions, mais nous, on le voit comme des cibles d'optimisation. Ça veut dire, le message qu'on reçoit, c'est vous devez faire un effort d'optimisation, réduire des dépenses. On le sait, on va avoir beaucoup moins de cadres. On est en train actuellement de faire des chantiers au niveau de l'approvisionnement des matériaux, tant sur le plan des laboratoires, sur le plan de la chirurgie et ces autres activités-là. Alors, on a des plans de match actuellement pour réduire les dépenses. Alors, on est en train de l'atteindre. C'est pas hyper dramatique. On est en bonne voie de réussir le défi qui nous avait été proposé au 1er avril dernier. Bon. Donc, ça, c'est l'assiette budgétaire avec laquelle vous devez fonctionner jusqu'au 1er avril prochain, en fait, 31 mars, là, si on va être plus précis. Là, entre-temps, comment se porte la transition? Est-ce que tout le monde a été nommé au poste qui doit être nommé? Où en sommes-nous rendus au niveau de l'organisation du personnel à l'égard de la transition? Le personnel actuellement, bien honnêtement, là, M. Latour, il n'a pas été vraiment touché par la réorganisation parce que le ministre le dit souvent, c'est une réorganisation qui est d'abord administrative. C'est le nombre de cadres qu'on voulait réduire. Et ça, on est en train de finaliser cette partie-là. Tout l'encadrement supérieur a été finalisé au cours des dernières semaines. Maintenant, au cours de l'automne, à partir de la mi-octobre, on aborde le volet, ce qu'on appelle l'encadrement clinique. Les cadres là, qui travaillent dans les blocs opératoires, les unités de soins, les laboratoires et autres activités cliniques. Ces gens-là, au courant de l'automne, ils vont être invités à participer à une démarche de repositionnement au niveau de leur carrière. On n'anticipe pas des grands mouvements de personnel, honnêtement, parce que l'objectif du ministre, ce n'était pas de réduire les cadres cliniques, c'était de réduire les cadres administratifs. Alors, les cadres cliniques, pour la plupart, là, vont se retrouver du jour au lendemain dans le même poste. Mais le chèque de paye, au lieu d'être le C3S au Chaurouville, va être le 6 Montérégie-Centre. Pour d'autres, il va peut-être avoir des repositionnements de carrière, mais à la fin, là, je serais très étonné qu'un cadre n'ait pas d'emploi. Au niveau clinique, là. Je serais très, très étonné parce qu'on a des besoins. Il vous reste encore des nominations à faire au niveau Au niveau clinique. Au niveau clinique. Les cadres intermédiaires cliniques qu'on appelle. Bon. Quand on parlait tantôt des enjeux budgétaires, je comprends que l'objectif, c'est de réduire le temps supplémentaire. Oui. Je vois que vous avez un objectif assez audacieux de réduire le temps supplémentaire de 80 On a un objectif audacieux, puis on a un problème sérieux. Mais moi, ce qui me fascine toujours quand on parle de temps supplémentaire, c'est que le temps supplémentaire, s'il est supplémentaire, c'est parce qu'il est nécessaire. Ces gens-là, on ne leur demande pas de rester sur le boulot juste pour le plaisir de rester sur le boulot. Donc, si on demande au cadre de réduire le temps supplémentaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à l'autre bout, vous allez vous ramasser avec d'autres genres de problèmes? Bon, le temps supplémentaire, c'est du temps nécessaire, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a plus d'activités. C'est parce qu'on manque de personnel souvent. Alors, on doit demander aux gens de rester plus longtemps, entre autres dans des infirmières, pour ne pas les nommer. Je suis le premier, quand je rencontre les instances syndicales, à leur dire que ça n'a pas de bon sens, que ce n'est pas acceptable, parce que d'un, ça épuise les gens, ce n'est pas de la bonne pratique, on se met à risque aussi au niveau de possibles accidents ou incidents, et tout le monde est d'accord avec ça. Ça, c'est la première affaire du temps supplémentaire. Le deuxième, c'est celui du recours à la main-d'œuvre indépendante aussi, qui est un autre fléau, parce que là, on paye deux fois et demi le taux. Mais ce n'est pas parce qu'on a plus d'activités, c'est qu'on a des problèmes de main-d'œuvre actuellement, des gens qui se portent malades, des gens qui sont en maladie,
des difficultés de recrutement au niveau des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. On a ces problèmes-là. Alors, pour assurer l'offre de service, bien, on doit malheureusement recourir du temps supplémentaire. C'est ça qui augmente les coûts d'opération. Donc, êtes-vous en pénurie de personnel? Et si oui, quand on additionne toutes ces heures supplémentaires-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer des postes à temps plein où vous allez payer du monde à taux simple au lieu de les payer à taux et demi? Nous y travaillons. C'est ça l'objectif. C'est une très bonne question. Nous y travaillons parce que, pas plus tard que ce matin, j'étais avec les directeurs et je disais, écoutez, là, il faut réduire ce temps supplémentaire-là. Puis l'argent est déjà utilisé, mais mal utilisé. Alors, on peut-tu ouvrir des postes? Puis, entre autres, au niveau des soins infirmiers, il y a beaucoup d'espace pour ouvrir des postes dans les prochains mois. M. Deschamps, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bonne Merci. continuation. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du Centre de femmes du Haut-Richelieu qui doit temporairement relocaliser ses activités. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu, qui est un organisme qui existe depuis plusieurs années sur le territoire, qui était installé dans le quartier Saint-Eugène depuis quelques années déjà, dans le centre communautaire, qui a fait office d'église aussi pendant plusieurs années. Eh bien là, faute de local, évidemment, on doit un peu se relocaliser au niveau de certaines activités. Question de parler un peu de cet enjeu. Avec nous pour en parler, Mme Pierrette Marcotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça faisait combien d'années que le Centre de femmes était physiquement là, au centre communautaire Saint-Eugène? On habitait là depuis 8 ans déjà. On Bon. a eu un premier bail de 3 ans, puis là, le dernier était de 5 ans. C'est terminé, c'est ça, se termine là. Bon. Et pourquoi finalement, il n'y a plus d'entente possible avec la fabrique? Il y a Bien, des problématiques au niveau du bâtiment? En fait, c'est une multitude d'enjeux dans le sens où la fabrique elle-même a ses propres besoins. Oui, tout à fait. Et nous avons nos propres besoins et en fait, on n'arrive pas à tous les deux cohabiter avec les besoins qu'on a et avec les besoins d'espace qu'on a. Puis, comme la nouvelle entente était un bail pour 1 an, ne sachant pas si effectivement l'avenir du centre communautaire, on ignore encore ce qu'il en est. Notre conseil d'administration et l'équipe, on a discuté que c'était peut-être le temps effectivement de faire notre déménagement cette année. De réaménager de façon transitoire le temps qu'on puisse effectivement poursuivre nos recherches et se trouver un endroit qui puisse, en fait, rapatrier toutes nos activités sous un même toit. Donc, ce que je comprends, c'est que la direction et le conseil d'administration en ont déduit que c'était mieux de vivre un déménagement, disons, partiel et temporaire, Oui. plutôt que de rester une autre année au centre communautaire? Oui, Ah oui, à cause des besoins en espace actuellement. C'est vraiment ça. Donc là, la solution qu'on a trouvée, c'est certain que, on perd en termes de rapatriement de toutes nos activités sous un même toit, parce que ça crée un sens d'appartenance aussi avec la communauté. Cependant, là, on a les espaces adéquats dont on a besoin avec le budget dont on dispose. Mais on est obligé effectivement de séparer, de diviser en fait le centre administratif avec les salles d'activité. Bon, en même temps, ce que ça traduit, puis on le sait, être un organisme à but non lucratif, ça le dit, là, c'est... Évidemment, les revenus ne sont pas toujours très, très, très énormes, donc la capacité de payer est un peu plus difficile. On le voit en ce moment, il y a un enjeu dans la communauté avec le centre de partage communautaire Joannelle qui essaie de se trouver une place. Tout à fait, oui. Puis là, ça nécessitait un dézonage, puis bref, le conseil a dit non, ça c'est un autre enjeu. Mais quand je regarde dans votre propre communiqué de presse, vous dites notre capacité de payer, c'est 1,25 $ le pied carré, chauffage, électricité inclus. Bien, en fait, ça fait des années qu'on a ce budget-là.
Donc, on voit l'historique des organismes communautaires qui ne sont pas... En fait, la problématique n'est pas seulement à Saint-Jean. Je me fais dire, par exemple, par Centraide, que les mêmes problèmes se retrouvent à Montréal. En fait, les organismes communautaires sont souvent logés par les institutions religieuses qui ont des locaux, qui deviennent désuets, puis à un tel point qu'ils sont obligés de quitter présentement. Même chose avec les écoles. Certains sont logés dans des écoles. Les commissions scolaires reprennent leurs bâtiments. Donc, ici, on se retrouve nombreux. Des locaux à 1,25 $ le pied carré, chauffage et électricité inclus, à Saint-Jean, j'en connais pas beaucoup. Non, mais on en a trouvé. Il y en a? On en a trouvé. OK. Mais là, dans le fond, sur une base temporaire, vous allez quoi? Oui. Vous allez relocaliser une partie des activités, pas très loin d'ailleurs du centre communautaire, donc dans le Club optimiste Saint-Eugène, au 432 de la rue Jacques-Cartier-Sud. Voilà. Là, on va avoir en fait toutes nos activités de groupe, dont les cafés-rencontres, les ateliers, les formations. Puis, notre centre administratif va déménager au centre des aînés joannais. Alors là, on va retrouver, outre le centre administratif, il va y avoir le service d'aide psychosociale et d'information juridique qui va être à ce bâtiment-là. Puis aussi, on va louer aussi la salle de conférence au centre des aînés pour nos conférences qui ont lieu où les plages horaires n'étaient pas disponibles à la salle du Club optimiste. Bien, ça se fera au centre des aînés. Donc ça, c'est sur une base temporaire pour 2015 et peut-être même une partie de 2016? En fait, je pense que réalistement, ça va être pour l'année 2015-2016. Si jamais on trouve un lieu, le réaménagement et tout le temps que ça prend, le nouveau déménagement devrait avoir lieu à l'été 2016 si le lieu est trouvé. Bon. Est-ce que le Centre de femmes du Richelieu a la capacité financière d'acheter un bâtiment, quitte à avoir une caution avec la Ville, le ministère, une bonne entente avec l'institution financière? Est-ce que vous avez la capacité financière d'acheter une bâtisse? Bien, quand on regarde, en fait, que les occasions qui se sont présentées, notamment certains bâtiments qui sont en reprise de finances, il y aurait possibilité, effectivement, d'avoir une hypothèque, de faire en sorte qu'on fasse des paiements hypothécaires sur une période de 25-30 ans qui nous permettrait de financer. D'autant plus qu'on a dans nos projets quelque chose qu'on garde depuis plusieurs années, qui est un projet, en fait, d'économie sociale. Et puis ce projet-là dépend du lieu, on dépend d'un lieu. Donc, si on trouve le lieu, on pourrait effectivement aller chercher une diversification du financement pour pouvoir financer le bâtiment. Ouais. Maintenant, c'est sûr qu'on regarde les options. Le conseil d'administration, en fait, est assez prudent. On regarde les options de location, mais comme vous dites, le marché, moi, j'ai vu au pied carré entre 11 et 25 $ le pied carré. Parce que le centre existe depuis combien d'années maintenant? 32 ans. Bon. Donc, un organisme d'une trentaine d'années, souvent, la façon d'assurer une pérennité à un OSBL aujourd'hui, c'est d'acheter sa propre bâtisse, comme le fait Famille à cœur, comme le fait la télévision du Richelieu, dans les locaux dans lesquels on se trouve en ce moment. Parfois, ça coûte moins cher en hypothèque que ça va coûter en loyer. Tout à fait. Donc, ça assure une certaine pérennité pour l'organisme, surtout qui existe depuis autant d'années. Il y a combien d'employés à temps plein au Centre de femmes? Bien, à temps plein, on est, attendez, 1, 2, 3, 4, on est 5 employés à temps plein et 5 à projet. 5 à projet. Il y a combien de bénévoles ou de personnes qui fréquentent vos activités dans une année? C'est quoi l'ampleur des activités du Centre de femmes sur une année? En fait, nous, la fréquentation, c'est qu'on a des ateliers qui peuvent regrouper jusqu'à 50 personnes. Donc, c'est sûr que ça varie. On a des groupes fermés qui sont plus petits. Mais on a besoin vraiment d'une salle qui puisse accueillir au moins une cinquantaine de personnes. Donc, au pour les total, activités. c'est quoi? Vous avez besoin de 2-3 000 pieds carrés, 4 000 pieds carrés même? Bien, en fait, entre 3 000 et 4 000, on pourrait bien s'accommoder, d'autant plus que c'est que là, on a quand même fait beaucoup d'ententes avec les organismes communautaires, aussi pour nos cuisines collectives, parce qu'on n'est pas équipé à notre centre pour les donner. Donc, on profite quand même des infrastructures de d'autres organismes de la région. On travaille de cette façon-là. Le partenariat va très bien. C'est sûr que si on voulait notre centre idéal, on aurait, en fait, on pourrait réapatrier à la fois jardin collectif, cuisine collective sur les lieux. On cherche notre idéal. Est-ce qu'on va le trouver? Ça se peut qu'on ait des compromis à faire en cours de route, mais... Et le centre est financé de quelle façon en ce moment? Bien, le centre est financé, je dirais, à
80 de fonds publics, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, en fait, qui est notre principal bailleur de fonds. Il y a Centraide qui finance tout notre programme en sécurité alimentaire. Tout le reste vient, en fait, de dons, de commandites et des frais d'inscription des membres. Donc, on a à peu près 20 là, de financement autonome. Et au niveau de votre local, parce que je me rappelle, l'une des raisons pourquoi, même si c'était Saint-Eugène, certains disaient que c'était loin, mais vous aviez un accès au transport collectif. Donc, pour vous, le transport en commun est super important. C'est très important, clientèle. tout à fait. Nous, le lieu qu'on va choisir, c'est certain qu'on regarde les trajets d'autobus parce que beaucoup de femmes qui n'ont pas de voiture, qui fréquentent nos lieux. Puis aussi, bon, pour celles qui en ont une, c'est sûr que ça nous prend aussi un minimum de stationnement là, pour... En fait, quand on a une dizaine d'employés déjà là, en plus la participation dans nos ateliers. Alors donc, le message est lancé. Donc, si parfois il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, si vous avez 2, 3, 4 000 pieds carrés de disponibles, pas trop cher, 1,25 $ le pied carré, chauffage, électricité inclus, ou à moins que le centre puisse se porter acquéreur d'un bâtiment, ce qui serait peut-être une solution plus viable à long terme. Je sais que notre nouvelle présidente a fait des démarches présentement, étudie la possibilité qu'elle souhaite aussi partager avec le nouveau CA de démarrer une fondation pour, en fait, financer la mise de fonds d'un achat. Et jusqu'à nouvel ordre, donc les activités pour 2015 et probablement 2016, donc relocalisées au Club Optimiste Saint-Eugène sur la rue Jacques-Cartier-Sud et l'autre partie au Centre des Années Joannais. Tout à fait. On vous remercie et on vous souhaite la meilleure des chances. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Samedi, le 3 octobre, au Halles Saint-Jean, il y a une petite fête. On appelle ça la Choco-Fête. C'est organisé par les gens de 13chocolat.ca, qui ont d'ailleurs commerce au Halles Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct. 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter, vous livrer un peu partout sur le territoire où l'on diffuse. Je vous rappelle les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement. C'est plus rapide et plus efficace par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Rendez-vous demain.